Bienvenue dans Couture apparente, le podcast qui s'interroge sur la mode et l'impact qu'elle a sur nos vies. À la fois un art et une industrie, la mode soulève des questions sociales, politiques et écologiques que ce podcast aborde sans complexe. La mode et le féminisme sont-ils compatibles ? Comment créer des bijoux durables ? Quel est le coût d'une fabrication éthique ? Est-ce que la mode discrimine les minorités ? Qui sont celles et ceux qui s'engagent pour une industrie plus responsable en France ? Au fil des épisodes, je vais à la rencontre de marques, activistes et journalistes qui me livrent leurs réflexions sur ces questionnements modernes. Couture apparente tente d'esquisser les contours d'une mode tournée vers le futur, une mode qui incarne une vision inclusive, engagée et responsable. Je suis Claire Roussel et aujourd'hui je reçois Marvin Toumeau et Anne-Lie Victoire pour notre épisode 26 « Où est le queer dans la mode ?» C'est un terme qui interroge, qui échappe aux normes, qui fait débat. Queer. Longtemps méconnu du grand public, c'est pourtant une notion essentielle de la communauté LGBTQIA+. Mais avant de nous pencher sur ce concept identitaire, culturel, politique et son impact sur la mode, j'aimerais vous rappeler quelques chiffres. Dans le monde, environ 9% de la population adulte se revendique comme LGBTQIA+. Ce sont des chiffres qui peuvent grimper jusqu'à environ 30% chez les adultes de la Gen Z, démontrant une acceptation progressive de ces identités dans la société. Et c'est magnifique. Ça veut dire que de plus en plus de personnes s'autorisent à explorer leur identité sans chercher à se conformer aux normes de genre et de sexualité dominantes. Mais ces avancées ne se font pas toutes seules. Elles sont le fruit d'une lutte acharnée des activistes depuis des décennies. D'ailleurs, les droits des personnes LGBT sont constamment mis en danger, comme en Hongrie ou aux États-Unis. En France, l'association SOS Homophobie a noté une hausse de 28% des agressions LGBT-phobes en 2022. Cette explosion a commencé depuis l'année où est passé le mariage pour tous, libérant une vague de haine nauséabonde qui ne se calme pas depuis. La vie des personnes LGBT et queer est donc toujours un combat en 2024, et il serait dangereux et négligent de l'oublier. D'autant plus si on est fan de mode, car les identités, la culture et les idées queer ont aidé à construire l'industrie telle qu'on la connaît aujourd'hui. Mais du coup, ça veut dire quoi exactement, queer ? Les personnes concernées vous en parleront mieux que moi. Pour ça, j'ai le plaisir de vous présenter notre première invitée, Anne-Lie Victoire, un journaliste spécialiste des questions culturelles et sociétales, rédac-chef du média associatif Piapia et auteur du sublime roman Rien à perdre, qui retrace le parcours initiatique d'un jeune homme trans. Anne-Lie nous raconte l'histoire du mot queer et sa signification aujourd'hui. Le mot queer, c'est à la base une insulte pour les personnes LGBTQIA+, en langue anglaise, qui veut dire bizarre, étrange, hors norme, et qui est vraiment à la base uniquement dans un univers anglo-saxon, en tout cas anglophone, qui n'a pas du tout sa place en France au XXe siècle, mais qui est ensuite réapproprié par ces communautés-là, toujours dans l'idée de retourner le stigmate. Donc comme en France, on a pu se réapproprier l'insulte PD pour s'auto-désigner. Donc le mot queer, c'est un peu la même chose. Et à partir des années 90, ça a été théorisé, donc sous la forme d'une théorie, avec notamment Judith Butler, sur les questions de genre, de troubles dans le genre, comme s'appelle son ouvrage, qui est arrivé d'ailleurs assez tardivement en France par rapport à la publication, et qui là met en avant l'idée de la conception du genre comme une performance et comme quelque chose de totalement construit. Et à partir de cette théorie-là, s'en est aussi découlé toute une esthétique queer, une culture, et de manière beaucoup plus large, un vocabulaire, un terme qui désigne de manière beaucoup plus large et générique toutes les personnes qui sont pas cis-hétéros, aussi en France, aussi dans d'autres langues, puisque voilà, c'est un terme qui est plus facile à dire que LGBTQIA+. On est moins dans un peu mettre des cases, justement, queer, ça permet de un peu ranger tout type de personnes qui justement se retrouvent pas forcément dans les lettres, dans les étiquettes d'identité de genre ou sexuelle. Donc ça permet de définir une esthétique qui va se retrouver dans le cinéma. On parle de queer gaze, par exemple, de films queer, de réalisateurs, réalisatrices queer, dans la musique et dans les imageries, les industries créatives, comme la mode. Et le queer dans la mode, c'est lié à plein de choses. C'est lié à la manière dont les personnes queer, les personnes LGBTQIA+, choisissent de se représenter, de se célébrer, d'être fierce, camp, flamboyant, comme tous ces termes qu'on peut utiliser aussi en français maintenant, sur l'idée de s'assumer, d'assumer qui on est, d'assumer sa sexualité, d'assumer son genre, d'assumer sa bizarrerie, donc on en revient au terme original, d'assumer d'être hors norme, et c'est en ça que le queer et la mode sont forcément très liés, puisque ça vient appuyer pour
tellement de personnes à travers le monde, mais aussi à travers les époques, l'idée d'avoir une identité non conforme à la norme, étrange, mais en même temps d'en être fier. Pour continuer de définir ce terme passionnant, laissez-moi vous présenter notre second invité, le brillant designer Marvin Toumo. Qui a fondé sa marque / compagnie d'art vivant éponyme, je lui ai demandé ce que le terme queer signifiait pour lui. C'est une question que je trouve très compliquée. Du coup, je me suis référé directement au dictionnaire Le Robert, qui, dans la définition, dit qu'une personne queer est une personne dont l'orientation ou l'identité sexuelle ne correspond pas au modèle dominant. Je rajouterais dans cette définition que c'est une personne dont l'identité de genre ne correspond pas au modèle dominant. Donc, pour moi, ça inclut des personnes homosexuelles, évidemment, mais aussi des personnes pansexuelles, des femmes lesbiennes, des personnes asexuelles, des personnes aromantiques, enfin un spectre pour moi qui est déjà à un niveau romantique, à un niveau, au niveau de la sexualité plus large et plus vaste que la simple homosexualité. Évidemment, la question du genre et la question de l'identité de genre, c'est aussi une question importante à intégrer dans cette réflexion autour de qu'est-ce qu'une personne queer, avec les personnes non binaires, mais aussi avec les personnes intersexes, les personnes trans, évidemment. Peut-être que c'est même une réflexion qu'on pourrait ouvrir aujourd'hui à la question du travestissement, puis si on parle de mode, ou à la question du gender fluid dans la mode. Vaste question du coup. Je me souviens la première fois que j'ai vu les photos du travail de Marvin, d'avoir été frappée par la poésie insolente de ses créations. De m'être dit, mais qui a fait ça? Et d'avoir immédiatement eu envie de lui parler. Après des débuts couronnés de succès qui feraient rêver n'importe quel jeune designer, Marvin a pris un chemin inattendu, mêler la mode à des performances artistiques via des défilés spectacles. Dans le sens de la sortie de la norme et via les performances qui y sont jouées, j'ai trouvé cette démarche profondément queer. Après tout, les défilés et les calendriers sont la règle suprême de l'industrie. Une opération de séduction ultra normée pour attirer le regard des bonnes personnes en montrant des vêtements et rien d'autre. Rejeter, brouiller ou fluidifier ce concept, c'est, à mon sens, faire un joli pas de côté. On m'avait jamais fait ce retour sur mon travail. Je pense que c'est toujours ces questions de qui on est et du coup comment notre pratique est infusée par cette identité qui est la nôtre. En créant cette marque et cette compagnie d'art vivant, pour moi, vraiment l'idée c'était de réenchanter le format de la marque. Je trouvais qu'il était un format complètement intégré dans cette industrie capitaliste, qui est aussi embourbé dans plein de problèmes liés au colonialisme, au classisme. Et c'était quelque chose dont j'ai fait les frais en étant à un moment mannequin, en étant aussi étudiant en design. Ben voilà à quel point ce milieu n'est pas fait pour tout le monde. Ou en tout cas, là, on ne fait pas la place, on ne crée pas l'espace pour tous. Et j'ai voulu du coup créer cette marque dans l'idée de me créer un espace pour moi. D'abord en fait. Ça vient de quelque chose de très égoïste en fait de qu'est-ce qui me fait du bien en fait. Et c'est vrai que dans les choses qui me font du bien, bah déjà il y a le fait d'être en communauté. J'avais envie d'utiliser cet outil professionnel comme en fait un moyen d'accéder à des personnes qui m'intéressent humainement, de collaborer avec des personnes qui m'inspirent et d'y trouver une forme de bien-être, une forme de réappropriation aussi d'un pouvoir sur moi et sur le monde qui est autour de moi auquel j'ai pas forcément accès. J'ai rencontré des personnes incroyables avec qui je collabore à plein d'échelles. Concours de larmes et maintenant aussi Rectum Crocodile, les 2 premiers chapitres qui sont 2 défilés spectacles. C'était, vraiment l'idée de voilà, qu'est-ce qu'on attend d'un designer? On attend d'un designer qu'il enchante nos yeux et crée des pulsions d'achat. Et moi, j'avais envie de me poser la question différemment, de me dire: «Ben, qu'est-ce qui me manque dans la mode personnellement comme individu aujourd'hui?» C'est un espace pour réfléchir, par exemple. Donc je trouvais important d'amener du texte, d'amener aussi de l'émotion, de provoquer en fait des choses aussi qui allaient être peut-être moins consensuelles pour une fois. Cette fameuse pulsion d'achat ou cette envie de séduire parce que il faut quand même se rendre compte que quand on est jeune créateur, on est complètement esclave d'un système où pour gagner notre vie, pour faire connaître notre travail créatif, pour même faire entendre nos idées, il faut qu'on passe par toute une opération séduction qui parfois peut être complètement paradoxale parce qu'il faut aller séduire des personnes qui, des fois, dans notre intimité, on les déteste, ou en tout cas on se dit cette personne fait partie du problème, mais en même temps il faut que j'aille draguer cette personne pour pouvoir bah voilà, rentrer dans l'industrie, pour pouvoir aussi y amener mes réflexions et celles des miens et des miennes. Voilà, Concours de larmes pour moi c'était comme un coming out parce que après avoir gagné un prix Chloé, après avoir fait le festival d'hier, après avoir fait une collaboration avec la maison Jean-Paul Gaultier, j'avais l'impression que mon CV surlignait un espèce de profil type de jeune créateur arty créa
mais en même temps pas vraiment artiste, parce que finalement, dans toutes ces situations, on était quand même dans des opportunités qui sont complètement liées à l'industrie de la mode. Il n'était pas question d'apporter un point de vue décentré, d'amener un regard critique, de donner une opinion qui est personnelle. Et on peut avoir l'impression que réaliser une silhouette, c'est hyper engageant intellectuellement aussi. Mais pourquoi pas, en tant que designer, avoir de l'espace pour dire les choses, enfin vraiment avec les mots et avec le corps aussi à une autre échelle, enfin avec la danse, avec le chant, avec le corps à une autre échelle que le simple vêtement. Après, c'est pas pour dénigrer le vêtement en tant que tel, c'est plus pour dire que c'est ce que j'essaye de faire, c'est comment peut-être créer une utopie dans la mode avec des corps, des identités et une pratique pluridisciplinaire qui, dans le champ académique de la mode, n'est pas, en tout cas pour le moment, reconnue, mais qui est un espace d'exploration et d'épanouissement pour moi et pour les miens et les miennes. Comme vous pouvez le voir, les créatifs queer influencent la mode et repoussent ses limites. Et ça n'est absolument pas nouveau. De tout temps, les identités, la culture et les idées queer ont façonné l'industrie et l'ont aidée à devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Annie nous propose de reprendre les bases en repassant la mode de 1920 à nos jours sous un prisme queer. Si on part juste du terme queer, qui vraiment est beaucoup plus large que simplement identité LGBTQIA+, mais qui désigne vraiment, en termes d'esthétique, l'idée de sortir des normes de genre, on peut partir de l'exemple très simple qui est par exemple la garçonne de Coco Chanel, juste l'idée de porter des pantalons quand on est une femme, les années 1920-1930, d'avoir les cheveux courts, pour toute une explosion de la scène lesbienne dans les années 30, ça va être de porter des costumes, le monocle, fumer le cigare, d'avoir les cheveux courts, et à l'inverse, pour les hommes, pour les mecs gays ou les personnes trans, même si on désigne pas encore les personnes trans comme ça à l'époque, c'est le travestissement, se maquiller, porter des robes, des talons, faire des balles, les balles de travesti, comme ça s'appelle à l'époque dans les années 30. Et puis après, si on arrive dans l'époque après-guerre, il y a aussi bien sûr Yves Saint Laurent avec ses costumes pour les femmes, puisque d'une certaine manière, ça transgresse l'idée de la femme, qui est construite d'une manière très très genrée et forcément implicitement cisgenre et hétéro. Faire porter des costumes aux femmes, c'est quelque chose de queer dans les années 60. Ça l'est plus du tout de nos jours, mais c'est aussi comme ça qu'une esthétique évolue. Chez Jean-Paul Gaultier, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a l'idée du freaks, du monstre qui est très 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 queer. Jean-Paul Gaultier, c'est un créateur qui s'est jamais caché sa propre homosexualité, mais aussi de son envie d'avoir une mode très hors norme, très flamboyante, camp, qui ça se rapproche totalement des esthétiques queer des années 80-90, où il y a eu une espèce d'explosion, mais qui est très liée aussi d'un côté à la scène ballroom. Donc cette scène absolument flamboyante qui est née aux États-Unis, des communautés noires et latinos autour de la danse, du défilé, de la mode aussi, c'est extrêmement lié. Je pense qu'on peut totalement voir ça dans la série Pose, mais aussi dans le documentaire Paris is Burning de Jenny Livingston. Donc voilà, Jean-Paul Gaultier, ça se raccorde un peu à cette esthétique-là, parce qu'il faut le dire, il y a aussi dans les années 80-90 une pandémie mondiale qui s'appelle VIH-Sida et qui a touché les communautés queer, communautés LGBT bien plus que les autres, qui a ravagé totalement ces communautés-là. On parle vraiment de personnes qui allaient au Père-Lachaise toutes les semaines pour parler de la communauté à Paris. Donc il y avait aussi cette espèce d'urgence de vivre, de se célébrer, de lutter et d'être en vie, au final, face à tous ceux qui mouraient, face à tous ceux qui étaient malades. Il y a une espèce de shift qui joue après la révolution sexuelle des années 70, après le fait que tout le monde était libre de baiser, que c'était super, les droits LGBT commençaient à se structurer autour de certains groupes d'activistes. La crise du sida dans les années 80 met un espèce de coup d'arrêt à cette espèce d'activisme assez joyeux, et là on bascule totalement à la fois dans l'horreur et dans l'urgence. En parallèle de ça, il y a aussi une explosion en termes de production culturelle, de films, de livres, d'œuvres d'art autour des thématiques de vivre, d'être soi, de s'exprimer, qui relèvent vraiment de la vitalité, de l'urgence, quoi. Et ça, il y a vraiment une espèce de galaxie qui est très liée, des ballroom scenes à Madonna dans son clip Vogue, forcément on retrouve Jean-Paul Gaultier après, Thierry Mugler aussi, tous ces gens qui ont repris après les grandes maisons à partir de l'année 1997, il y a eu une super expo là-dessus à Galliera, que ce soit voilà, John Galliano, Alexander McQueen, Marc Jacobs, Albert Elbaz, enfin voilà, toute cette nouvelle génération qui arrive à partir de la fin des années 90 et qui insuffle vraiment un nouveau souffle à toutes ces grandes maisons. Et on se retrouve vraiment avec de la haute couture, pareil, flamboyante, dorée, énergique, importable aussi, bien sûr, mais tellement créative. Et on sort de cette esthétique très normée du New Look de Christian Dior, qui est bien sûr très belle, mais qui enferme les femmes dans un espèce de schéma de silhouette avec une taille très marquée, quelque chose qui joue sur le chic, l'élégance, mais qui est une norme du corps féminin qui enferme
les femmes, bien sûr. Chez plein de créateurs, notamment Alexander McQueen, il y a cette idée de créer des silhouettes hors normes, des femmes un peu freaks qui sortent des normes genrées, qui sont très impressionnantes. Et ça, c'est une manière d'être queer, puisque dans le sens vraiment esthétique du terme, ça, c'est sortir de la norme, et qui se poursuit ensuite à partir des années 2000-2010, avec l'arrivée de plein de nouvelles personnes sur la scène de la mode, des créations qui se renouvellent. Moi, j'ai envie de parler aussi du travail de Alessandro Michele chez Gucci, puisque voilà, si on se rappelle, quand on était jeune, dans les années 2000, moi, je me souviens dans les magazines de mode, les pubs Gucci, c'était l'époque Tom Ford, donc c'était l'époque porno chic, qui est quand même questionnable sous de multiples rapports, sous cette époque avec Karine Rothfeld aussi au Vogue, voilà ce truc hyper sexualisant, des femmes huilées, épilées, qui étaient aussi très présents chez Dolce Gabbana, en fait dans toute la couture italienne, quoi. Il y avait un truc, même si c'est Versace, mais Versace à son époque, il y avait un truc aussi très gold, queer après, on parlait sur des trucs hyper cul, mais sexualisant la femme à mort, quoi. Donc bon, ça a été une époque, mais il y a eu ce switch où Tom Ford est parti, il y a une petite période de latence, et après, donc il y a Michele qui est arrivé, et qui a renouvelé en profondeur l'image de Gucci. Bon, d'un point de vue économique, ils ont pété tous les scores en termes de vente, mais quand on regarde vraiment l'époque Michele chez Gucci, c'est des coupes hyper cheloues, c'est des mannequins pas beaux, enfin il y a vraiment ce truc-là d'avoir des mannequins avec des gueules super bizarres, des très grosses lunettes, des coupes au bol, une esthétique super kitsch, des couches superposées dans tous les sens, beaucoup de matière, des motifs improbables, et toujours une espèce d'esthétique un peu vintage, un peu 70s, mais pas du tout sexualisante. Enfin, il y a vraiment un truc où chez Gucci, cette era qu'il y a eu, qui était très flamboyante, mais très fluide aussi dans termes de genre. On voyait beaucoup de mannequins avec des robes. Il y avait vraiment ce côté très fluidité entre les genres, et tous réunis sous l'emblème du kitsch et des superpositions de couches de vêtements colorés. On le voit bien, les personnes et la culture queer ont joué, et jouent toujours, un grand rôle dans la mode. Mais est-ce que l'industrie, réputée pour sa haute proportion de travailleuses LGBT, leur rend hommage à la hauteur de cette contribution ? Eh bien, pas vraiment. Seules les personnes queer qui s'approchent des normes dominantes, donc majoritairement des hommes gays, cisgenres et blancs, sont valorisées. Et encore, ça n'est pas dans le meilleur des cadres. Annie nous en dit plus pour comprendre la place des personnes queer dans l'industrie. Alors la place des personnes queer dans la mode, c'est très intéressant, puisqu'effectivement il y a ce cliché de la mode est remplie de mecs gays, blancs et cis. Ce qui est vrai, c'est pas un cliché pour rien, c'est vrai pour plusieurs raisons sociologiques. Déjà parce que forcément c'est un milieu qui est connu pour être ouvert sur ces questions-là, donc forcément ça attire des jeunes mecs gays, parce qu'il y a tout le côté créativité, il y a le côté où on se dit qu'on pourra être soi-même, qu'on pourra faire un coming out extrêmement facile, que tous ses collègues seront plus ou moins gays, donc il y a le côté évidemment de travailler dans une industrie a priori sécurisée, qui valorise les personnalités queer, le côté un peu flamboyante, etc. Mais ça valorise un certain type de personnes, parce que dans la mode, il y a aussi tout l'enjeu autour des représentations du cool, du rêve, de la fête, et forcément ça amène une industrie qui se comporte de manière très problématique à tellement d'aspects. Et la Fashion Week, les Fashion Week à chaque fois, c'est un peu le summum en termes d'excès, en termes de comportements addictifs, de comportements problématiques, et il y a tellement, mais tellement de problèmes en termes d'agressions sexuelles entre hommes, de comportements problématiques, de personnes qui sont ravagées totalement par la drogue, l'alcool, la fatigue, parce qu'ils travaillent trop, juste parce que c'est une industrie qui précarise 100% ses travailleurs, même les plus haut placé. Tu peux gagner beaucoup d'argent et être dans un état de détresse et de solitude comme rares industries peuvent en créer, mais la mode crée ça. Et cette place-là pour les mecs gays, elle existe parce que on leur a pas laissé leur place dans d'autres industries aussi. C'est une industrie qui est refuge, évidemment, comme beaucoup d'industries créatives, mais particulièrement la mode, parce que la mode, contrairement au cinéma ou à la musique ou aux médias, c'est une industrie qui est pas virile. C'est une industrie pour les femmes. C'est une industrie qui marche sur le dos des femmes, d'un bout à bout de la chaîne, c'est-à-dire des ouvrières textiles aux consommatrices de fast fashion, c'est vraiment les femmes qui font tourner cette industrie. Et comme c'est une industrie qui porte des valeurs qui sont très très symboliques, on a toujours l'impression que l'argent ça vient un peu en second plan, alors que c'est une industrie tellement capitaliste.
On a l'impression que c'est une industrie un peu refuge, fête de rêve, de fête, d'inclusivité, de bienveillance, etc. Quand on écoute les travailleurs, que ce soit au sein des maisons, que ce soit pour les magazines, donc, c'est-à-dire les journalistes, les stylistes, les coiffeurs, les maquilleurs, les mannequins, bien sûr, toutes ces petites mains qui font vivre les industries et pas que dans la mode, on se rend compte à quel point c'est un milieu qui est très précarisant, qui est un milieu très violent pour les mecs gays et qui en plus ne laisse sa place qu'à très peu d'autres personnes queer, puisque si on parle des lesbiennes, donc bien sûr il y a des lesbiennes qui travaillent dans la mode, il y a espèce de vanne dire les Balenciaguines, donc ces meufs lesbiennes très fashion, et il y en a plein qui bossent en maison, il y a des mannequins aussi bien sûr, on se doute pas, mais il y a plein de mannequins lesbiennes, la plus connue s'appelle Cara Delevingne, je précise, mais il y a un peu ce truc là où de toute façon tu auras un corps très normé, tu auras une esthétique très normée, et ce sera compliqué de sortir de cette norme là, c'est-à-dire que la place des lesbiennes butch, donc c'est-à-dire un peu plus masculine, mais pas masculine en termes androgynes, mais je parle vraiment en termes de porter des vêtements d'hommes, de n'avoir rien à faire, de vraiment dire mère dominante féminine, d'avoir vraiment des coupes de cheveux très très courts, d'être pas maigre. Il y a ce côté de s'autoriser à prendre de la place, à ne pas être élégante dans ses mouvements, ne pas réfléchir à la manière dont tu te tiens, tu te comportes, tu parles, etc. Donc voilà, toutes ces femmes, qu'elles soient lesbiennes ou non d'ailleurs, toutes ces femmes qui sont totalement sorties des normes féminines au-delà de l'esthétisme, mais même en termes de comportement et de prendre de la place, et ben il y en a vraiment peu, d'autant plus les personnes trans. Franchement, des personnes trans qui ont des postes à responsabilité dans les industries de la mode, à part Nyx Le Cour-Mention qui a monté sa propre marque, qui est donc quasiment l'une des seules, peut-être la seule, je suis pas au courant de tout, mais créatrice en genre dans cette industrie. Il doit forcément y avoir des personnes trans à certains postes, photographes, marketing, mais les seules personnes trans qu'on voit dans l'industrie, c'est les mannequins. Et ces mannequins-là, elles le savent elles-mêmes, pour pouvoir avoir une place, il faut, quand c'est des femmes transgenres, être extrêmement normées, donc avoir, comme on dit, un passing, c'est-à-dire une apparence qui ne laisse aucun doute sur ta transidentité. Ou il y a aussi des hommes trans mannequins, mais là, pareil, il faut être très grand, musclé, avoir un bon passing d'homme. Enfin voilà, c'est impossible au final d'avoir un corps qui sort des normes genrées pour les travailleurs de la mode, quelle que soit leur identité sexuelle ou leur identité de genre. Et les seuls qu'on fait pas chier dans cette industrie, c'est les mecs cis-hétéros qui sont soit à la tête des conglomérats, donc bien sûr il y a Pinault Arnaud, mais en fait il y en a plein d'autres qui, quand ils sont pas les big boss, sont juste en dessous. Les actionnaires, les directeurs, ceux qui gagnent les gros salaires, il y a plein de mecs cis-het qui bossent au marketing, aux sales, même dans les médias, les médias mode, il y a plein de mecs cis-het qui sont là, on croirait pas, mais aussi parce qu'il y a un peu ce truc-là de comme les mecs qui font elle, tu vois. Il y a ce truc-là d'être les seuls au milieu des girls and gays et de se dire que c'est des mecs progressistes parce qu'ils travaillent dans cette industrie-là. Enfin, moi je trouve que les mecs cis-het de la fashion, c'est quand même un peu des red flags ambulants. L'idée de, voilà, ils côtoient des filles et des gays au quotidien, donc ils sont tellement plus safe et déconstruits, non. Marvin rejoint nos constats sur la valorisation unique de certains profils de la communauté queer dans la mode. D'ailleurs, c'est un enjeu qui dépasse les frontières de l'industrie. Je fais le même constat que toi par rapport à la prédominance du profil mec, cis, blanc, gay dans la mode, en tout cas au poste de directeur artistique d'une maison de luxe. Pour moi, c'est assez symptomatique de ce qui se passe à l'intérieur même de ce que certains aiment appeler la communauté LGBTQIA+, mais qui en fait n'est pas en réalité une communauté homogène, mais est des personnes qui des fois ne se côtoient même pas, ne luttent pas pour les mêmes choses, mais même dans leur lutte ne se rendent pas toujours service les uns les unes aux autres. Donc pour être un peu concret, dans les communautés queer, le profil qui est mis en avant en permanence, et ça se voit par exemple dans le milieu de la fête, mais aussi dans le milieu de la mode, c'est aussi ce profil blanc, gay ou lesbienne, déjà mineur, mais commence à prendre un peu plus de place. Dès qu'il s'agit d'avoir des idées, d'être créatif, d'être à des postes de responsabilité, ce sera plutôt ces profils-là qui seront choisis parce que c'est ceux qui sont le plus proches du profil hétéronormatif et du profil racial dominant qui est aussi mis en valeur pour plein de raisons dans notre société en tout cas, surtout en France. Et ça rejoint des réflexions et des conversations que j'ai pu avoir avec des amis qui sont plutôt du côté de la philosophie ou de la recherche en sciences sociales sur la question queer. C'est que c'est une question aujourd'hui qu'on a tendance à beaucoup politiser. Mais en fait, quand on dit queer, on se représente toujours des personnes blanches avec des mulets, avec des piercings, ou des personnes métisses plutôt light skin, qui elles aussi ont certains codes qui sont liés au milieu de la techno, qui sont liés au milieu de la nuit. Un style vestimentaire qui correspond à une certaine tendance de qu'est-ce qui est le cool aujourd'hui. Je pense que c'est important de rester vigilant là-dessus,
Non pas que être une personne homosexuelle ou être une personne, on va dire, entre guillemets, punk, pour parler vestiaire, ne soit pas politique en soi, parce que pour plein de raisons ça l'est. Mais j'ai l'impression que ça vient invisibiliser d'autres luttes, d'autres façons d'être, qui quelque part sont de toute façon plus marginales dans notre société, ou en tout cas sont marginalisées par les médias dominants, par ceux à qui on donne la parole. Ainsi, même si on est déjà content que des personnes gays puissent trouver un lieu d'expression relatif dans l'industrie, le manque de représentation des profils queer est un vrai enjeu. À côté de ça, comme va le faire remarquer Anne-Lee, un homme gay et cisgenre reste, eh bien, un homme cisgenre, c'est-à-dire un homme dont le genre assigné à la naissance correspond à son identité, contrairement aux personnes trans ou non binaires. Mais donc, malgré les discriminations déjà terribles qu'ils peuvent connaître de par leur orientation sexuelle, ils n'échappent pas automatiquement aux biais inculqués aux hommes cis, qui ne sont pas réputés pour imaginer les vêtements les plus fonctionnels ou confortables pour les femmes qui composent leur clientèle. L'absence des directrices artistiques dans les maisons de luxe peut vraiment se faire sentir. Par exemple chez Kering, qui a provoqué un tollé en nommant Sean McGirr après le départ de Sarah Burton chez Alexander McQueen. Annie détaille cet enjeu qui est encore trop négligé. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est que ces mecs gays qui sont à la tête des maisons, il y a quasiment que des hommes qui sont à la tête en termes de direction artistique des grandes maisons de luxe. Il faut se dire que les mecs gays, c'est pas parce qu'ils sont gays qu'ils ne sont pas misogynes. L'idée d'avoir une femme un peu totem, un peu flamboyante, qui a peur de rien, qui est pas soumise, mais qui du coup est muséifiée dans des proportions hyper sculpturales, de corps un peu de guerrière. Enfin, tu sais, ils aiment bien toujours dire moi je veux des femmes qui s'affirment, tout ça pour faire des vêtements pas pratiques, cols qui moulent, qui sont pas confortables, des talons trop hauts pour lesquels on peut pas courir, qui font mal aux pieds, des vêtements que tu peux pas enlever toute seule. Enfin, vraiment, tout ça pour figer les femmes dans des esthétiques très glamourisantes, mais au final quand même sexualisantes, et sans leur demander leur avis. De façon générale, les normes de l'industrie font que tout corps ou identité qui déviera de son hégémonie sera moins représenté, et donc moins considéré quand on enseignera le design aux créatrices de mode. Marvin, en tant que designer, le voit bien. Il nous partage ses réflexions et le processus qu'il met en place pour créer des vêtements selon l'identité des personnes avec qui il travaille, afin de respecter leurs envies et leur vision d'elles-mêmes. Je le vois dans mon quotidien que, en fait, ce sera toujours plus facile de mettre en avant un certain type de corps, par exemple. Ce sera plus facile, quand on parle de vêtements, très concrètement, c'est plus facile, pour moi comme designer, d'habiller une femme cisgenre, plutôt que d'habiller une femme trans ou d'habiller une personne non binaire. Pourquoi? Bon déjà, pour contextualiser, je fais de la mode qu'on pourrait appeler féminine, donc qui est basée sur, un vestiaire et une histoire de la mode qui correspond à, l'histoire de la mode des femmes, du coup, en l'occurrence, cisgenres. Mes influences, elles ne sont pas que connectées à cette histoire de la mode-là, elles sont aussi connectées à d'autres histoires de la mode qui sont déjà non occidentales, qui sont pas forcément des histoires de la mode blanche, et qui sont aussi pas une histoire de la mode qui consiste simplement à habiller des femmes cisgenres, avec du coup des femmes qui ont un certain type de poitrine, un certain type de taille, un certain type de hanche, des mensurations très spécifiques au niveau aussi de la longueur de leurs jambes, la taille de leurs pieds. Je collabore avec des femmes non binaires et des femmes trans qui ont envie d'apparaître sous une certaine féminité. Pour accéder à cette féminité, je dois, dans la façon de construire les vêtements, ou même dans la façon de créer une silhouette, ruser différemment que si j'habille une femme cisgenre. Parce que c'est encore plus important dans ces cas-là de travailler en consentement, donc d'échanger avec la personne sur quelle partie de son corps elle aime montrer, quelle partie de son corps elle ne veut pas montrer, sous quelle identité de genre elle a envie d'apparaître, parce qu'on peut très bien être une femme trans et avoir envie d'être par exemple masculine, donc avoir envie de porter un, je sais pas, un tailleur large pour une occasion. On peut être une personne non binaire et avoir envie d'être très femme pour une occasion. On peut aimer l'androgynie d'un corps féminin mais musclé, mais avoir envie de porter pour une occasion, je sais pas, un corset avec une poitrine pigeonnante. Et du coup, c'est toutes ces situations très concrètes que moi je rencontre, des conversations, d'échanges voilà, de limites. Qu'est-ce qu'on montre, qu'est-ce qu'on cache? Par exemple, la question des genitals, enfin des parties génitales, de comment en fait elles sont mises en avant dans une silhouette quand elle est portée par une personne trans, c'est un enjeu qui est crucial parce que plusieurs de ces personnes n'ont pas forcément envie qu'on s'attarde sur leurs parties génitales, n'ont pas envie d'être fétichisées aussi à cause de ça. C'est aussi quelque chose que quand les gens voient mes vêtements, peut-être ne se rendent pas compte de tout le travail que ça implique, mais habiller ce type de corps, et du coup ça va au-delà de la question du queer, là c'est aussi, voilà, comme je disais, des femmes qui n'ont pas forcément le sizing de la mode, qui font pas forcément du 34, qui n'ont pas forcément la poitrine qu'on a l'habitude de voir dans la mode, qui n'ont pas forcément les hanches, les fesses qu'on a l'habitude de voir dans la mode.
qui n'ont pas les visages qu'on a l'habitude de voir dans la mode, les peaux qu'on a l'habitude de voir dans la mode, bah, tout ça, c'est des questions auxquelles il faut répondre de façon créative, mais ça représente aussi un enjeu politique et du coup une pression particulière quand on doit créer parce qu'on a envie de bien faire. Et j'en parle pas comme spécialiste, j'en parle comme quelqu'un qui a une pratique et qui essaye de, à son échelle, trouver des solutions. C'est un vrai problème parce que je vois que, par exemple, dans les corps de personnes trans et non-binaires qui sont représentés dans le mannequinat aujourd'hui, en fait, il y a une surabondance de corps maigres et de corps androgynes. Et en fait, il se trouve que c'est l'archétype de la mode à la base. C'est l'archétype de la mode, ce corps blanc, ce corps décharné, cette espèce de toile vierge sur laquelle on pourrait venir projeter tout un tas de choses. C'est impressionnant de voir que même quand on essaye de mettre en lumière un certain type d'identité, on finit quand même par produire des images et sélectionner des profils qui correspondent aux attentes de cette industrie. C'est pas que il y a aucun effort d'inclusivité, mais c'est que cette inclusivité, pour moi, elle n'est pas questionnée en profondeur et elle reste encore assez superficielle. Et ouais, c'est dommage. Vous l'aurez compris, l'industrie a encore du pain sur la planche. Mais ça n'est pas tout. Car en plus d'utiliser les esthétiques queer sans pour autant accueillir tous les membres de cette communauté, la mode est l'une des immenses championnes de ce qu'on appelle le pinkwashing. Anne-Lee nous en dit plus. Au sein de cette industrie, il y a des gens qui décident du coup pour tout le monde et qui pillent sans aucune vergogne les esthétiques des minorités qui, elles, sont dans des démarches déjà de survie d'un premier abord face à cette société extrêmement homophobe, transphobe, raciste, capitaliste, qui se créent ses propres normes, ses propres esthétiques pour se sentir bien, pour se sentir aimé, pour se sentir en confiance et qui se voient réappropriées par le luxe et qui en plus après se tapent des campagnes au mois de juin de vive l'inclusivité, go queers, express yourself. On va sortir un parfum avec un petit arc-en-ciel pour dire soutien et on va reverser 1% de nos bénéfices à une association random. Bon, ça c'est vraiment ce qu'on appelle le pinkwashing. C'est un concept qui est de capitaliser sur les minorités queer pour créer du merch, pour vendre, tout en se donnant un vernis progressiste de marques qui œuvrent pour les droits LGBT. Si la mode veut vraiment œuvrer pour les droits queer, une des premières choses à faire, c'est évidemment faire le ménage à l'intérieur, embaucher des personnes queer à des postes de responsabilité et pas seulement comme mannequins pour représenter. C'est faire en sorte qu'il n'y ait plus de comportements homophobes, transphobes au sein de ces équipes, que la misogynie, qui est évidemment extrêmement liée à l'homophobie, soit également bannie. Donc il y a quand même du chemin avant de juste se dire on va sortir un parfum androgyne et faire toute une campagne de com avec tel et tel mannequin qui sont un peu mimi et qui se révèlent être trans et ou lesbiennes et ou tel acteur gay dans telle série. C'est un gros classique qu'on nous sort mais tous les mois de juin, vraiment on ne compte plus les campagnes, mais que ce soit dans le luxe ou dans la fast fashion, c'est vraiment un espèce de poncif. Et ça c'est chouette, mais ça suffit, mais tellement pas. Maintenant que nous avons analysé l'influence de la culture queer sur la mode et la situation pas top des personnes queer dans l'industrie, j'aimerais me pencher sur un autre aspect essentiel de cet épisode. On en parle tout le temps ici. Le vêtement est un outil essentiel pour construire son identité. Mais comment faire lorsque la nôtre dévie des normes acceptées par la société ? Pour les personnes queer, choisir comment elles vont s'habiller est un enjeu de taille, parfois vital. Marvin nous partage son parcours et celui de son entourage. Dans les questions que j'ai pu me poser sur mon genre, sur ma sexualité, le vêtement a eu un rôle important à chaque fois. Donc dans ma façon de me présenter aux autres, ma façon de me présenter en famille, par exemple. C'est aussi une façon de se raconter ou de préciser son identité. Et puis la mode comme un fait plus collectif, plus social, c'est aussi un outil pour moi qui m'a aidé à m'émanciper à plein d'endroits dans mon rapport à mon corps, à ma minceur aussi, à ma maigreur même. Quand on me demande pourquoi je travaille avec des personnes trans non-binaires parfois, ou pourquoi j'habille des femmes noires, c'est souvent parce que c'est des personnes qui... alors là, on parle pas que de corps, mais vraiment de rencontres humaines. C'est des personnes qui me donnent envie de m'assumer, en fait. C'est des personnes qui m'apprennent à m'aimer, à aimer des parties de moi que je peux avoir tendance à dénigrer. Et en fait, en ayant ce regard bienveillant et ce regard d'amour pour elles, j'apprends du coup à aimer certaines parties de moi. La mode, c'est aussi une façon de faire communauté. On s'identifie à un certain groupe de personnes. J'ai la chance de faire aussi partie d'une communauté de personnes queer, de personnes noires. C'est un espace où je peux réfléchir à plusieurs, à plein de questions de qui j'aime, qui j'ai le droit d'aimer, quelle sexualité je peux avoir, comment je peux m'habiller, qu'est-ce que j'ai le droit de porter.
Pour parler de moi et peut-être des miens et des miennes, des personnes autour de moi dont j'ai pu recueillir les témoignages dans ma pratique, le vêtement, c'est un outil, à certains moments, un outil de réassignation de genre. Donc, par exemple, moi, je m'identifie comme une personne gender fluide et je suis presque chauve, j'ai de la barbe, donc je corresponds pas au profil type de ce qu'on entend quand on parle de non-binarité, de gender fluidity. Et dans les spectacles que je fais, dans les shows que je fais, quand je performe, quand je défile, j'ai toujours une silhouette femme qui correspond en fait à une silhouette que j'ai toujours voulu avoir depuis que je suis enfant, mais auquel j'ai pas accès dans mon quotidien pour plein de raisons de conservatisme religieux dans mon éducation. Il faut le dire, hein, c'est un privilège énorme d'être perçu comme un homme dans notre société parce que ça m'octroie plein de passe-droits, plein d'accès à plein de choses. Donc j'utilise ouais, cet espace-là pour, en tout cas moi, me présenter sous mon genre idéal en quelque sorte. Et du coup, ça passe à la fois par cette question d'être femme, mais aussi par le fait de se présenter comme animal, comme monstre. C'est vrai que c'est un problème dans le quotidien parce que c'est aussi des projections que des personnes ont pu avoir sur moi parce que je suis une personne noire et une personne queer. Mais dans cet espace-là, c'est moi qui décide, c'est moi qui détermine les règles du jeu et je suis avec les miens. Ça fait beaucoup de bien. Et je sais que dans mes équipes, il y a plusieurs personnes qui sont dans les mêmes questions et qui aussi utilisent ces moments pour apparaître comme plus féminines. Des fois, on a envie d'être désiré, on a envie d'être sexy. Mais dans notre quotidien, bah, parce qu'en fait, marcher dans la rue avec une mini-jupe, ça implique pas la même chose que de défiler avec une mini-jupe. Aussi des personnes qui, voilà, de nouveau, par tradition familiale, culturelle ou religieuse, n'ont pas accès à la même féminité que celles à quoi ont accès bah, justement cet archétype de la mode de femme blanche, cisgenre, plutôt bourgeoise. Et du coup, mon travail, c'est aussi de donner accès à des femmes noires, à des femmes grosses, à des femmes non cisgenres. Le vécu personnel et professionnel de Marvin l'illustre bien. Le vêtement et la mode peuvent être salvateurs quand on cherche à explorer et affirmer qui nous sommes. Annie rejoint cette vision, mais nous expose également comment la société ne la laisse pas toujours se développer. Les vêtements pour les personnes queer, c'est très important sur plein d'aspects différents. Comme tout le monde, on a besoin de s'habiller, de porter des choses sur notre petit corps. Mais il y a l'idée de pouvoir exprimer son identité à travers les vêtements qui relèvent d'abord du bien-être, de la survie pour certaines personnes, notamment les personnes trans, ou porter des vêtements en accord avec son genre, son expression de genre, le genre pour lequel on aimerait être reconnu dans l'espace public. Ça relève vraiment de la survie primaire, de pouvoir se dire que parce qu'on porte tel vêtement, on va pouvoir être identifié dans le genre qu'on souhaite, et ça, c'est un vrai soulagement qui peut très vite se briser à partir du moment où les gens entendent notre voix, et ça, c'est un classique que moi je vis en tant que mec trans tout le temps. Les gens disent bonjour monsieur, après tu parles et sont en mode oh, pardon, bonjour madame. Et comme si c'était une insulte absolue de t'avoir parlé de monsieur. Et c'est un truc qui arrive aussi à plein de meufs, lesbiennes ou non, hein. Juste, il suffit que t'aies les cheveux courts, une allure un peu masculine, et on peut te servir du bonjour monsieur l'hiver, parce que voilà, t'as un peu des vêtements couvrants, et les gens après se confondent en excuses, comme si c'était très grave de dire bonjour monsieur au lieu de bonjour madame. Ça l'est pas. Ça l'est pas, et le mieux c'est juste de dire bonjour tout court, et tout ira bien. Mais voilà, d'autant plus là, quand on est en hiver, c'est un peu ce côté couvrant, ou un peu cocon pour plein de personnes, où voilà, on voit pas trop les formes, on voit pas trop le corps, et qui peut se révéler beaucoup plus tricky l'été. L'idée de s'exposer, de voir aller à la plage ou à la piscine, de porter des vêtements plus courts, moulants, ça peut créer beaucoup de dysphorie de genre. Donc la dysphorie de genre, c'est un état de stress, d'anxiété, quand on se sent pas du tout en accord avec son genre et qu'on a l'impression que son identité, son expression de genre dans le miroir reflète pas du tout qui on est à l'intérieur, et ça peut être la source d'une très grande souffrance de stress et d'anxiété. Donc ça, voilà, ça peut vraiment être déclenché, notamment quand arrive l'été, d'où l'intérêt de pouvoir aussi avoir accès à des vêtements qui nous font du bien. Et ça, c'est un gros enjeu, notamment pour les personnes trans, qui souvent sont précarisées par la société, parce que violence transphobe, parce que manque d'accès à l'emploi, etc. Enfin, il y a vraiment mille raisons. D'où l'intérêt d'avoir des friperies solidaires, des ventes spéciales, des gens qui font des dons. Très simple, hein, si vous avez une copine trans qui fait une transition, juste lui filer des robes, des jupes, du make-up, c'est trop cool. Ça peut vraiment aider les gens. Et on parle beaucoup des personnes trans, mais voilà, que ce soit pour aussi des mecs gays qui ont envie de porter des crop tops, du vernis, du make-up. Quand vient l'été, c'est aussi s'exposer à des violences. Parce qu'il y a aussi cette question-là de pouvoir assumer ou pas les vêtements qu'on a envie de porter. Bah parfois, on peut pas parce que dans la rue, c'est trop dur. Mais ça, toutes les femmes
savent de quoi on parle, évidemment, que est-ce qu'on porte cette jupe ou pas parce qu'on a envie de se faire emmerder par 12 connards sur notre trajet de 2 stations de métro, bah peut-être pas, parce qu'on s'est peut-être déjà fait emmerder toute la semaine, donc au bout d'un moment, bah juste abandonne ta jupe, et ça, bah c'est le cas aussi pour les meufs trans, pour les mecs gays, pour toutes les meufs qui veulent porter des trucs plus courts, pour les mecs trans aussi, enfin en fait pour tout le monde, de dire merde, en fait, là va falloir que je fasse des choix en accord avec ma survie. D'où l'idée que les femmes hétéros sont aussi évidemment des alliés pour les personnes queer, parce que il y a des trucs qui sont hyper similaires en termes de violence dans l'espace public notamment. Il y a ce truc-là pour les mineurs de parfois devoir faire des choix par rapport à quand on est dans une famille homophobe ou transphobe, de pas pouvoir porter les vêtements qu'on veut pour pas se griller, pour pas se faire outer comme on dit, c'est-à-dire que notre identité de genre ou orientation sexuelle soit révélée alors qu'on n'en a pas envie. Les vêtements, ça vient dans toutes ces dynamiques-là de sécurité, de outing, d'expression de genre, d'identité, bien plus que juste exprimer un style parce que ça nous plaît. Parfois, bah, on a très très envie de porter ces vêtements parce qu'ils nous font du bien, mais qu'on va pas pouvoir le faire parce qu'on n'est pas out, parce que à l'école, parce que si on arrive au lycée et qu'on est identifié comme un garçon et que tout d'un coup on se met à porter une robe, on va se faire convoquer chez le CPE, et ça vraiment c'est insupportable. Mais j'ai bon espoir que ça change, j'ai l'impression en tout cas que ça change pas forcément au niveau du personnel, mais ça change au niveau des élèves, et que maintenant on a des hordes de petites meufs et petits queers de 16-17 ans qui, si leur copine se fait convoquer par le CPE, vont juste se vénérer et vont aller taguer le lycée, et ça c'est génial. On a vraiment envie de ces dynamiques-là, c'est trop chouette. Donc voilà, si ça vient pas des adultes, au moins ça vient des jeunes générations. Et dans le monde des adultes, ça change pas beaucoup non plus. Hein. Au travail aussi, encore en Big 2023, à notre grand âge, on a encore des espaces où on peut juste pas s'habiller comme on veut parce qu'on a peur de se faire outer. C'est très pénible au quotidien, et d'où l'importance aussi d'avoir des espaces queer, que ce soit des fêtes, que ce soit des soirées, mais aussi que ce soit juste des espaces associatifs, que ce soit même des manifs, que ce soit juste des réunions entre personnes en non-mixité, où là, on va pouvoir venir habiller de la manière dont on le souhaite, avec des vêtements dans lesquels on se sent bien. Ça peut aussi être une vraie porte d'entrée pour se révéler à soi-même, pour tester un peu son identité de genre. Et moi, je le dis de mon point de vue personnel, juste me couper les cheveux et arrêter de porter des vêtements moulants, ça a changé toute ma vie. Vraiment, l'idée qu'on ne voit plus les tracés de mon corps, ça a changé mon rapport à l'espace public. Je me fais plus harceler dans la rue. Ça change tout, quoi, de trouver vraiment son expression de genre qui convient avec ses propres vêtements, de changer sa garde-robe. Et je dis ça en plus, moi j'étais en plus en coloc avec une meuf trans, donc on a vraiment inversé les garde-robes. On avait le même dressing en plus, donc hop, je lui ai dit ma chérie, tu prends toutes mes robes, tu prends les jupes, tu prends tout. Moi je veux plus voir ça. Et elle a tout pris. Et ça, j'adore ce genre de dynamique, c'est génial. C'est une énième démonstration que la mode comporte des aspects identitaires et politiques complexes. Et je rêve du jour où nous pourrons tous nous habiller comme nous le souhaitons, sans risquer de nous faire, littéralement, attaquer. Avant de passer à notre dernière partie, nous allons creuser un dernier point. Si on a vu que les vêtements ont un rôle essentiel dans le bien-être de la communauté queer, les injonctions vestimentaires n'en sont pas non plus absentes. Annie détaille. Pour les queers, je peux conclure là-dessus, il y a aussi cette espèce de présomption à être déconstruit, avoir lu les bons textes, avoir compris les théories, les enjeux, les dynamiques de pouvoir, de domination, et de pouvoir juger un peu à l'apparence, aux manières, du style, de est-ce que cette personne elle est déconstruite ou pas, parce que elle aura les bonnes fringues, elle aura les codes du cool, ça veut dire qu'elle est un peu smart, etc. Tout ça, c'est vraiment des dynamiques extrêmement classistes, ou à l'inverse, si cette personne elle a un tatouage un peu qu'on va juger beauf, si elle a des fringues qu'on va juger plouc, etc., on se dira, ah mais en fait, cette personne queer est genre 100% beauf, et pas du tout déconstruite, et problématique, etc. Je pense qu'il s'ajoute dans les milieux queer la présomption woke que j'utilise vraiment en tout honneur de est-ce qu'on va être assez déconstruit, et ça va se jouer pour beaucoup à l'apparence aussi, alors que l'apparence n'a rien à voir avec si on a fait le travail de réfléchir à ses propres dynamiques d'oppression et de domination qui, je le rappelle aussi, n'a rien à voir avec son milieu social, qu'on peut totalement être une personne extrêmement safe, bienveillante, tolérante à plein d'aspects en ayant lu 0 livre mais en ayant juste du bon sens. Voilà. Face à l'importance du vêtement dans la construction des identités queer, il est plus essentiel que jamais que l'industrie entre dans une réelle démarche d'inclusion. Mais les choses peuvent-elles évoluer ? Pour Anne-Lie, c'est lent, mais c'est possible.
Moi, j'espère en tout cas qu'il y a des petites avancées dans certaines grosses marques. J'ai fait une conférence pour une grosse maison de luxe il y a pas longtemps pour les questions queer justement, et on sentait que les gens étaient vraiment intéressés et ouverts à la question. Moi, je pense qu'on peut toujours toucher les gens en tant qu'humains. En termes de systémique, je sais pas, mais je me dis toujours, s'il y a une personne en plus sur cette planète qui est au courant de ce que c'est une personne trans et que si son gamin fait une transition, va pas le foutre à la rue, c'est déjà une bonne nouvelle, peu importe si dans son entreprise ça se passe pas bien, mais en tout cas, les gens d'un point de vue purement perso sont plus informés, donc ça déjà, moi j'ai l'impression que un peu poussé par les normes RSE, par se dire qu'il faut faire des talks, des confs, des collabs, machin, sur les questions d'inclusivité, etc., ça germe un peu, et les entreprises le font plus ou moins avec bonne foi et honnêteté. On prend, enfin voilà, de toute façon on prend. Et par contre, il y a aussi une nouvelle génération de designers qui arrivent à la tête de certaines grandes maisons ou qui créent leur propre maison et qui commencent peu à peu à s'imposer, où là on sent qu'il y a un vrai militantisme. Dans les designers auxquels se réfère Anne-Lie, je pense notamment au travail de la créatrice Jeanne Friot. Vous pouvez d'ailleurs l'écouter dans notre épisode Mode et genre, quand est-ce qu'on sort de la binarité ? Pour Marvin, la situation est encore loin d'être idéale, même s'il perçoit des changements. Il nous propose d'ailleurs des solutions pour avancer dans la bonne direction. En fait, je pense qu'on n'y est pas encore. C'est important qu'il y ait des personnes comme toi qui en parlent, qui donnent de l'espace pour en parler, parce que en parler, c'est déjà une première étape, et ensuite, il faudra mettre les mains à la pâte. Pour changer les choses, on pourrait commencer par mettre des personnes queer à des postes importants, en tout cas des postes décisionnaires, les intégrer dans les équipes créatives, pas simplement pour leur corps, pas simplement pour leur influence sur leur communauté, d'égal à égal, comme des personnes qui ont une expertise qui peut être constructive en fait pour produire des images de mode ou même des vêtements dans la mode. Et même au-delà de ça, pour en fait imaginer des formats de marque ou repenser une industrie, une production en intégrant ces questions-là. On voit par exemple que certaines marques qui ont mis beaucoup en avant de personnes non binaires et des personnes trans récemment dans leur défilé ont dû s'aligner dans leur sizing, par exemple au niveau des chaussures. Parce que une femme trans n'a pas forcément la même taille de pied qu'une femme cisgenre, en tout cas c'est le cas de certaines. Cette inclusivité, elle doit aller jusque-là. Puis je pense, ouais, là c'est vraiment une réponse qui est personnelle et qui est aussi une réponse bricolée pour le moment, parce qu'elle demandera encore d'être approfondie, travaillée. C'est cette question du consentement. C'est qu'en fait, plus globalement, il faudrait qu'on arrive à intégrer toutes les personnes dans le processus créatif d'une collection, les intégrer dans la production en accueillant leurs témoignages et leurs limites et aussi leurs besoins. Et du coup, peut-être revenir à une mode qui est peut-être plus sur mesure pour que chacun puisse apparaître au plus près de son identité de genre, au plus près de son identité au sens plus large, quoi. Je sais qu'on vous parle du fait de mettre des personnes expertes et concernées à des postes de responsabilité dans chaque épisode du podcast. Mais c'est la meilleure solution si on veut enclencher un vrai changement systémique dans l'industrie. Ce n'est pas avec des campagnes de marketing inclusives qu'on va changer la mode, c'est en modifiant son fonctionnement en interne. Annie l'a expérimenté au premier plan. Il faut nouer des vrais partenariats, il faut que l'argent circule, qu'il y ait des associations qui font un travail de fou et qui ont vraiment besoin que les industries de la mode reversent et s'inspirent. Il y a aussi ce truc-là de pouvoir faire appel à des consultants, et moi je l'ai fait, j'ai eu plusieurs expériences dans la mode, et j'ai pu notamment accompagner une marque de culottes menstruelles sur la création d'un boxeur de règles non genré, où je suis intervenue en tant que consultant pour les aider sur déjà qu'est-ce que c'est une personne trans. Moi j'ai fait un PDF, vraiment j'ai fait un PowerPoint pour les équipes en interne, pour les sensibiliser, pour leur expliquer de manière très très factuelle, très très simple, pour un peu détendre tout le monde sur la question, de se dire que c'était juste des humains comme les autres, que c'était pas compliqué de bien genrer les gens, de demander les pronoms, et c'est tout. Ça peut être très très simple, et ensuite de faire en sorte que toute la com soit la plus authentique possible, que tout le monde soit bien payé, moi-même j'ai été bien payé, que les mannequins qui ont fait la campagne avec moi le soient bien aussi, que tous les influenceurs, militants qui ont participé en ayant un produit gratuit pour en échange faire un post Instagram ou une story soient rémunérés aussi, que on puisse avoir des questions-réponses dans les commentaires pour aider la community manager à gérer les commentaires, que ce soit des gens malveillants ou bienveillants, il y a un peu des deux, mais des gens qui soient pas forcément très informés ou qui se posent des questions en DM ou en commentaire public, pouvoir répondre à ces questions-là. Enfin voilà, moi je suis intervenue sur plein de choses, notamment par exemple la DA de la campagne. Au début, je me souviens, la directrice artistique, elle voulait partir sur un truc un peu avec du flou, un peu des glitches, un peu genre mode trouble dans le genre, et moi j'étais genre bah non, du coup c'est pas du tout ça le message qu'on veut donner. Le message il est très très simple, c'est je suis un homme, j'ai mes règles. C'était ça la catchphrase, le slogan de cette campagne qui est
très très simple, donc on est parti sur une esthétique hyper simple avec une belle lumière naturelle, des fringues colorées, enfin un truc très sympa. Ça sert à ça d'avoir des consultants, des personnes concernées et experts du sujet, parce que juste prendre une personne concernée au hasard en lui disant viens m'aider pour intervenir sur mon projet dans n'importe quel domaine, si la personne ne sait pas le domaine et en l'occurrence la communication ou la mode, ça va être un peu compliqué de pouvoir aiguiller les gens de manière cohérente en fonction aussi des enjeux de l'industrie derrière. Les personnes queer ont toute leur place dans les industries de la mode, que ce soit à l'intérieur, à l'extérieur, en tant que consommatrice. Encore faut-il la laisser, cette place, et c'est vraiment important, puisque si on veut une société plus inclusive, ça passe aussi par le vêtement. Laissez-nous travailler, laissez-nous acheter ce qu'on veut, et laissez-nous porter ce qu'on veut. Merci infiniment à Marvin et Annie d'avoir partagé leur expérience et leur expertise avec nous. Pour encourager une mode plus inclusive et moins normée, je vous conseille vivement de suivre leurs projets. Vous pouvez retrouver Marvin sur Instagram à marvin.mtoumo et aller voir son spectacle qui se joue jusqu'au 24 mars si vous êtes à Lausanne. Découvrez les articles d'Annie sur son compte annie.victoire et foncez acheter son livre Rien à perdre aux éditions Stock. Merci également à Juliette Amé et Isabelle Field pour le nettoyage des enregistrements et à Télio Garfiv pour la production du générique. Vous avez aimé l'épisode ? C'est le 26e de Couture Apparente et je suis ravie de le partager avec vous. Pour m'aider à faire connaître le projet, n'hésitez pas à lui mettre une très bonne note sur les applications d'écoute, à en parler à vos proches et à le partager sur les réseaux sociaux. En parlant de ça, vous pouvez nous suivre à coutureapparente.podcast sur Instagram et vous inscrire à notre newsletter pour recevoir directement les nouveaux épisodes. Je vous remercie pour votre soutien et je vous donne rendez-vous le 16 avril pour le prochain épisode de Couture Apparente.